Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné avec Alexandre Fournier. Est-ce que tu devrais te présenter? Bonjour, merci de m'accueillir. Donc Alexandre Fournier, je suis expert en continuité d'activité, gestion de crise, plan de reprise informatique et simulation de crise. Je fais ça depuis à peu près une trentaine d'années. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et en fait, on voit beaucoup de choses qui devraient être faites, qui ne sont pas faites. Donc voilà à peu près mon domaine d'activité, pas mal de choses à dire. Très intéressant et très pertinent. Je vais te laisser aussi te faire un shameless plug au début parce que tu as quand même des formations et des activités en devenir. Les informations sont dans les show notes, mais je vais te laisser quand même les présenter de vive voix. Oui. Alors du 13 au 17 juin, en matinée, 5 matinées, on fait un bootcamp pour mettre en place un plan de gestion de crise cyber, c'est-à-dire savoir quoi faire, comment faire, avec qui le faire lorsqu'on est cyberattaqué. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'entreprises, PME ou de grosses entreprises qui n'ont pas de plan de gestion de crise qui tiennent la route et qui, lorsque une cyberattaque arrive, elles ne savent plus quoi faire et puis elles pleurent toutes les larmes de leur cœur. Donc le bootcamp en fait permet de ressortir au bout de 5 demi-journées avec un plan de gestion de crise en partie opérationnel et aux couleurs de l'entreprise. Très intéressant et encore d'autant plus pertinent justement parce qu'on est un peu désarmé là dans ce genre de milieu-là. Et on va commencer avec le sujet. Dans le fond, on va commencer cette fois-ci, ce premier épisode-là, sur la cybersécurité versus la cyber-résilience. Parce que les gens confondent un peu les deux, vont mettre énormément d'énergie en cybersécurité, pensant qu'en mettant des moyens en place, on va arriver à exécuter un objectif. Quand dans la réalité, le problème, c'est que la cyberrésilience, c'est un objectif qui s'appuie sur la cybersécurité pour arriver à matérialiser les choses. Je vais te laisser en parler, puis on va poser des questions. Ouais, ok, avec grand plaisir. C'est vrai que ça, c'est un problème que l'on rencontre beaucoup. Et lors d'une conférence que j'ai donnée il y a à peu près 2 semaines ou 3 semaines, il y avait une question qui était posée sur le fait on mettait beaucoup de moyens sur la cybersécurité et assez peu sur la cyber-résilience. Et en fait, il faut voir la cybersécurité comme étant la porte d'entrée de votre maison. Vous mettez une serrure, une belle serrure, électronique ou pas, avec des clés, voire une deuxième serrure, etc. Donc, vous protégez bien en fait la porte d'entrée. Par contre, ça n'empêche qu'à un moment ou à un autre, le voleur va pouvoir soit passer par la fenêtre, soit avoir un jeu de clés qui va vous ouvrir la porte et rentrer dans votre domicile et faire tout ce qu'il veut dans votre domicile, extraire des photos, extraire des données sur votre PC, extraire du matériel, etc. Et puis le revendre au meilleur acheteur. Et en fait, la cyber-résilience, ça va venir après. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va reconstruire en fait tout ce qui a été cassé ou volé par le voleur. Donc, on voit que on focus énormément sur la porte d'entrée, comment sécuriser ça, mais en fait, on ne focus pas du tout sur si je me fais voler mes affaires, comment est-ce que je fais pour pouvoir reconstruire tout ça, comment est-ce que je fais pour limiter en fait la perte irréversible de ce que l'on m'aura volé. Et ça, c'est un enjeu qui est très, très important. Les entreprises financent énormément la cybersécurité et c'est nécessaire, c'est clair, ça permet de retarder. Par contre, ça n'empêche pas, à un moment ou à un autre, de se faire défoncer et de perdre en fait tout le contenu de sa maison. Donc là, c'est vraiment un enjeu pour les entreprises. C'est pas forcément bien compris et c'est un travail quotidien pour justement faire comprendre ce point-là. Et je te remercie d'ailleurs de me permettre d'intervenir dans ton émission. Oui, absolument. C'est un peu plus complexe parce qu'on a l'habitude, parce que c'est facile de mettre une serrure sur une porte. Puis ça, on prend des analogies du monde physique, c'est ce que tu as fait. Mais c'est plus difficile de savoir qu'est-ce qu'on fait si cette serrure-là n'a pas fonctionné. Comment les gens ont contourné ça. Puis d'ailleurs, même en cyberrésilience, c'est quand même un point de vue très préparation, c'est-à-dire qu'on va mettre des moyens de cybersécurité en place pour atténuer, voire réduire la capacité d'un attaquant de nous faire des dommages. Donc, à ce moment-là, d'être capable justement de manœuvrer. Et comment ces moyens-là peuvent se matérialiser justement pour nous aider à aller vers de la cyber-résilience, aller vers une mécanique où on n'a pas juste installé des serrures à des endroits qu'on croyait judicieux, mais vraiment d'analyser où on doit mettre un de ces serrures-là, puis 2, comment on ségrègue les informations pour éviter que quand le voleur arrive dans notre maison, parte avec l'ensemble de toutes nos choses sensibles. Ça, par rapport à ça, c'est vrai que
faut faire une étude, un état de situation de comment ça se passe dans ta maison, c'est quoi tes points faibles, c'est quoi tes points forts, pour regarder déjà comment est-ce que tu vas sécuriser tes points faibles et t'appuyer sur tes points forts pour justement répartir ce que tu dois protéger. Donc ça, c'est beaucoup un travail de cybersécurité qui va être fait en amont, d'analyse pour regarder ça. Ensuite de ça, pour faire en sorte de compliquer un petit peu plus encore le travail des attaquants, c'est de faire en sorte que tes données ne soient pas accessibles, donc protéger ces données, les répartir, pas forcément les mettre que dans ta maison, mais les mettre peut-être, je prends par exemple l'exemple des photos de vacances, d'avoir une copie ailleurs que dans ta maison, parce que si tu te les fais voler, tu auras toujours une copie ailleurs. Et ça amène justement sur les sauvegardes, sur tout ce qui est sauvegarde de données. Et ça, on le voit dans les entreprises. Si on n'a pas une sauvegarde de données qui tient la route, quand l'attaquant passe, l'entreprise trépasse. Ça, on le voit, surtout qu'en plus, les rançons logiciels s'attaquent pertinemment à ce genre de choses-là pour donner un levier encore plus puissant sur le paiement de la rançon, justement, parce qu'ils volent l'information et effacent les copies de sauvegarde qui sont en place. Donc, même eux s'attaquent au plan de résilience qui est déjà en place, qui est parfois un peu insuffisant, tu le répètes. On le fait parce qu'il faut le faire et on le fait pas parce qu'on comprend ce qu'on fait. Ça aussi, c'est important de mettre en lumière le pourquoi on le fait. Et ça, c'est typiquement par rapport à ça, et c'est vrai qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure avant l'émission, les entreprises mettent en place la cybersécurité par contrainte, parce que il y a une attaque qui vient régulièrement, et puis en effet, ils ont bien compris que c'était quelque part obligatoire, qui plus est, pour certaines entreprises, ça devient quelque chose de légal, de réellement obligatoire légalement. Par contre, comme c'est une contrainte, on le fait pour le faire. On réfléchit pas, en fait, et la question que tu posais tout à l'heure, à savoir comment est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux différents points d'entrée, etc. C'est exactement ça. On va balancer un gros paquet de solutions, de moyens pour dire voilà, on l'a fait. Mais est-ce que c'est bien fait? Ça, c'est une autre question. Et on le constate très régulièrement, c'est que en fait, ça a été fait à l'arrache, ça a été fait à la va-vite. Et au final, il y a encore plein de trous dans la raquette, voire on a généré de nouveaux trous. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Et ça, c'est assez ballot parce qu'on brûle quand même des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars. Et en fait, pensant qu'on est sécurisé, mais on a généré une nouvelle faille ou un nouveau trou. Donc ça, là-dessus, c'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment bien le faire. Donc parfois, c'est peut-être intéressant de prendre le temps, ce qui est contraire en fait à ce qu'on devrait faire, mais de prendre le temps de bien réfléchir sur comment est-ce que je vais sécuriser. Je prends toujours l'exemple en fait du château fort. Le château fort, il y a très très longtemps de ça, c'était des palissades en bois. Et puis, ça permettait d'arrêter les attaquants parce que les attaquants, ils avaient juste des gourdins et puis ça pouvait pas aller tellement plus loin. Puis les attaquants, ils ont évolué. Donc, les palissades en bois sont transformées en murs, etc. Et donc, c'est toujours cette évolution. On va regarder en fonction de l'attaquant, comment est-ce que lui, il est motivé, comment est-ce qu'on va se protéger. Mais ça, cette protection, elle a une limite. Et toujours, si je prends le château fort, moderne, 2021, 2022, on est en 2022, les avions, les satellites, etc., on peut dire que le mur du château fort, il sert plus beaucoup. Donc, il faut avoir une solution et il faut réfléchir à cette solution et la préparer en avant en disant, OK, si on passe mes murs, comment est-ce que je fais, moi, pour garantir mon activité? Comment est-ce que je fais pour garantir que mes clients ne partiront pas ailleurs, etc. Et ça aussi, c'est de la réflexion à avoir. Et encore une fois, ça c'est sur des plans de continuité d'activité, il y a parfois des contraintes, on est obligé de les mettre en place par contrainte. Donc on les fait rapidement, on les fait un petit peu à l'arrache, un peu vite. Et là aussi, on génère d'autres trous de sécurité, d'autres bazars qui fait qu'au moment de la crise, on pense être couvert et en fait, on sort de là et on attrape froid, pas à peu près. Pour le nombre de gestion d'instants que j'ai eu à exécuter, c'est sûr que je revois beaucoup de ces éléments-là à l'intérieur
Parce que justement, on est là, on est les pompiers qui arrivons, puis là, on fait l'inventaire de la situation, puis généralement, c'est désastreux, puis même, il y a des choses que les clients à faire ont l'impression qu'ils sont protégés dans les cas. Ils ne le sont absolument pas, puis même pire, ils ont même divulgué trop d'informations, ils ont laissé traîner des informations là, au gré du vent. C'est très dommageable. J'aime ça, tu reviens aussi sur le fait que c'est plus, parce que là, on parle beaucoup de cyber, parce que là, on est un moyen, mais il faut revenir au côté affaires des choses, puis c'est quoi, qu'est-ce qui est important, parce que les TI, on pense qu'on est plus important que les autres. La réalité, on est au service de l'entreprise, et en quoi ce service-là, dans le fond, en quoi les affaires, l'entreprise a besoin des TI pour poursuivre, puis en quelle mesure on est capable d'aller chercher cette information-là. Ouais. Je veux rebondir sur, en effet, l'informatique est le centre du nombril et le centre du monde. En fait, on confond très souvent plan de continuité des affaires et plan de reprise informatique. Souvent, dans les entreprises, on me dit « Ah oui, mais moi, j'ai un plan de continuité des affaires. » Et on creuse, et en fait, c'est un plan de reprise informatique. Et en fait, le plan de reprise informatique, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Ça a commencé par les sauvegardes, etc., un petit peu après le temps des dinosaures. Mais c'est pas que ça, en fait, la continuité d'activité. C'est bien au-delà, et la cyber-résilience, c'est bien au-delà. La reprise informatique, comme la cybersécurité, c'est juste un moyen pour pouvoir reconstruire notre système avec les moyens qu'on a mis en place, avec le financement qu'on a mis en place, les plans de procédure qu'on reprend. Par contre, il faut bien comprendre une chose, et surtout avec les cyberattaques qui ont changé complètement la façon en fait de faire de la reprise informatique. Avant, on considérait que quand on avait un centre informatique qui passait au feu, on appliquait notre plan de reprise, on reconstruisait en 24, 48 heures, 72 heures, voire en une semaine. Maintenant, ça a complètement changé avec les cyberattaques. Maintenant, les cyberattaques rendent les systèmes indisponibles pour plusieurs semaines. Et là, dans ce cadre-là, en fait, les activités, les métiers, le business posent le crayon, en fait, là, en l'occurrence, posent la souris, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc, le problème, c'est que pendant que l'informatique va se reconstruire, il y a des statistiques qui sont sorties sur ça, je ne me rappelle plus quel cabinet, qui disait il faut à peu près 3 semaines pour revenir à 60% de la normale après une cyberattaque. 3 semaines. Ça veut dire que les entreprises, pendant 3 semaines, ne font plus de business. Tous vos employés posent la souris et puis attendent que l'informatique, centre du monde, reconstruise son informatique avec des procédures qui n'ont pas forcément prévues à l'origine pour ce type d'attaque. Donc, il faut mettre en place ce qu'on appelle un plan de continuité des affaires pour garantir que l'entreprise maintienne ses activités essentielles pendant que l'informatique n'est pas là. Très souvent, on me dit « Ouais, mais de toute façon, s'il n'y a pas d'informatique, on ne peut plus rien faire. » Soyez très surpris. Parce que quand on creuse, sans informatique, on peut quand même faire des choses. La vie ne s'arrête pas après l'informatique. Ça continue sans informatique. Au même titre que quand on éteint la lumière, on arrive quand même à marcher dans le noir en tâtonnant, mais on y arrive. Donc, c'est très, très important pour les entreprises, parce que sinon, elles meurent. 60% d'ailleurs des entreprises meurent après une cyberattaque, font faillite. Donc, c'est d'avoir un plan de continuité pour savoir au minimum quoi faire, comment le faire, avec qui le faire, et de façon manuelle, le temps que l'informatique arrive. Et puis après, quand l'informatique arrive, là, c'est un autre sujet. Là aussi, il y a du sport. Effectivement, il y a beaucoup de sport. Puis ça, c'est justement ces règles-là, parce que ça, c'est intéressant. Là, on commence à fonctionner en dehors du cyber, finalement. Dans quel moment on est capable ou avec qui sont les intervenants? Parce que là, on revient toujours sur l'informatique, ça passe au centre du monde. Donc, on a un plan de relève, mais on oublie le PCE, le plan de continuité. C'est qui sont les intervenants qu'on doit solliciter pour justement les éveiller, parce que je pense qu'ils ne sont pas suffisamment éveillés aux éléments. Et comment on les aborde pour qu'ils puissent mettre des choses en place ou commencent à réfléchir à ces éléments-là? Ça, là-dessus, moi, je travaille toujours par simulation, en fait. Quand je vais chez un client, j'explique dans la salle que l'informatique, s'il n'y a plus d'informatique, c'est comme si on éteint la lumière et j'éteins la lumière dans la salle. Donc, généralement, on fait ça dans des salles qui n'ont pas de fenêtre, ça aide grandement. Mais tout simplement pour dire, OK, vous êtes dans cette situation-là, vous êtes dans le noir complet. Donc, comment est-ce que vous faites maintenant pour travailler?
Et en fait, le principe de savoir comment est-ce qu'on fait pour travailler au niveau des métiers, ben, ça va être avec le directeur des opérations, avec les directeurs des différents métiers, comptabilité, RH, prise de commandes, usine, chaîne de fabrication, etc. Et c'est de les mettre en situation en disant, OK, vous avez plus d'informatique, comment est-ce que vous faites pour travailler? Et en fait, ces personnes-là, après un premier rejet en disant, bah non, c'est pas possible, je peux pas travailler, ben, en poussant, en mettant en fait ces gens-là dans la situation, ils eux-mêmes vont trouver des solutions qui leur permettent en fait de travailler. Donc, c'est vraiment en fait ce qu'on appelle, nous, des sachants, c'est-à-dire les personnes qui connaissent leur métier, c'est ces personnes-là qu'on va aller voir. Maintenant, pour faire de la sensibilisation au niveau de la gestion, parce qu'en fait, le problème se trouve à deux niveaux. Au niveau des personnes qui connaissent leur métier, pour bien leur faire comprendre que si c'est possible de travailler sans informatique, ça va nécessiter de l'huile de coude. Par contre, au niveau de la gestion, c'est un autre débat qui vient, dans le sens où déjà, moi, je serai jamais cyberattaqué. C'est souvent ce qu'on entend. Ou alors, je suis trop petit, on s'intéressera pas à moi. Détendez-vous, vous allez voir qu'on va s'intéresser à vous dans pas longtemps. 100%, de toute façon, les entreprises seront à un moment ou à un autre cyberattaquées. Donc, si c'est pas maintenant, ça sera bientôt. Donc, ça, par rapport à ça, il faut bien leur faire comprendre qu'ils sont vulnérables. J'ai un client, une fois, qui m'a dit, mais j'ai dépensé près de 200 000 $ en cybersécurité. Pourquoi est-ce que je mettrais en place un plan de continuité d'activité? Et ça, c'est assez terrible. Ben là, c'est très, très simple. C'est que le plan, la cybersécurité ne garantira pas, en fait, que vous ayez une bad luck. Et une bad luck, ça peut être soit des cyberattaquants, soit, en fait, des personnes en interne. On fait des simulations avec des prises d'otages, des choses comme ça. Et ça peut être interne. Donc, quoi qu'il en soit, il faut prévoir, en fait, l'arrêt. Et quand on les met en situation de dire, OK, une journée d'arrêt d'exploitation, ça vous coûte combien? Ils ne le savent pas forcément. Et il y a des chiffres qui sont à peu près 50 $ par personne qui ne travaille pas. Donc, 100 personnes, c'est 50 000 $ de l'heure qui partent en fumée. D'accord? Et quand on parle d'argent avec ces gens-là, parler d'argent, ça rend intelligent. Et tout de suite, en fait, ils commencent à comprendre que oui, il y a peut-être un intérêt à au moins regarder, à réfléchir, à mettre en place une réflexion sur comment est-ce que je fais si j'ai plus d'informatique. Donc, c'est vraiment en fait cette approche de la mise en situation qui est la plus efficace. Donc, au niveau de la haute gestion, donc des chefs d'entreprise, hein, et puis au niveau des personnes qui vont avoir à remplir les procédures, simplement de les accompagner par des mises en situation, et puis surtout de leur faire comprendre que l'informatique n'est pas une fin en soi. Avant l'informatique, on travaillait manuellement. On est capable de travailler manuellement. Il y a un petit peu de travail là-dessus, mais ça se fait très, très bien. Et puis, une fois qu'on a allumé la mèche, croyez-moi, ils peuvent travailler sans informatique pendant plusieurs jours. Quoique c'est un peu désagréable de travailler sans informatique, là, mais oui, ça se peut. Puis j'aime bien le fait de la quantification monétaire. De toute façon, je l'utilise également au niveau de l'analyse de risque. Justement, j'utilise des méthodologies quantitatives au lieu de qualitatives. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une couleur ou avoir un chiffre de problème, mais moi, je mets des sommes d'argent. C'est-à-dire des sommes d'argent qui sont liées avec un risque. Donc, c'est à ce moment-là, le gestionnaire est en mesure de voir clairement où il s'en va et qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça parle les entrepreneurs là, ou les gestionnaires, quand on leur donne des chiffres, les coûts sont tous oui. Ouais. Ça va très vite de ce côté-là. J'ai vu une statistique dernièrement, c'est 70 000 $ en moyenne sur, suite à une cyberattaque de perte. 70 000 $. On peut en faire des plans de gestion de crise avec 70 000 $. Hein. Croyez-moi, là, l'information qu'on donne, là, c'est largement moins que ça. Pareil, c'est 27% de chiffre d'affaires en moins après une cyberattaque. Donc, tout ça, c'est de l'argent. Donc, parler d'argent, ça rend intelligent. Et en effet, la haute gestion, là, ils sont très sensibles à ça. Ouais, ils écoutent beaucoup quand on parle d'argent, ouais, c'est très bien. Il y a un des axes que je trouve intéressant que tu as effleuré, mais ça, on fonctionne en mode dégradé, parce que c'est généralement comme ça on va mentionner ça en informatique, là, mais en général, l'entreprise doit être capable de fonctionner en mode dégradé. Quels sont les services de base? Comment tu abordes justement pour les aider à cibler ces éléments-là? Parce que on va mettre nos énergies naturellement en premier ou c'est le plus vital, puis on va tolérer un mode dégradé pour les autres de fonctionner papier, par exemple, même si ça prend 2 jours au lieu de 5 minutes.
Ouais. Ça, par rapport à ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des activités essentielles versus des activités non essentielles. Les activités essentielles, c'est tout ce qui répond à la mission de votre entreprise, hein, tout ce qui permet d'encaisser de l'argent. Donc, tout ce qui est mission de l'entreprise, quand c'est la fonction publique, par exemple, c'est les missions qui concernent en fait le citoyen, qui est le citoyen. Quand c'est une entreprise privée, qui vend des services, hein, eh ben ça va être l'encaissement des factures, ça va être la force du marketing pour aller chercher des clients, ce genre de choses-là. Pour les entreprises manufacturières, bah, ça va être tout simplement, pareil, facturation, comptabilité, bien évidemment. Et puis, ça va être aussi toute la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce que je continue à me faire livrer mes équipements? Comment est-ce que je les traite? Et comment est-ce que je livre mes équipements ou mes produits, en fait, produits-services à mes clients? Donc ça, c'est toutes des activités qui sont essentielles. Donc ça, on le comprend très très vite. Hein, et quand on pose la question, qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent, bah, très rapidement, ils vont faire la liste. Qu'est-ce qui vous coûte de l'argent? Bah, là aussi, ils vont faire la liste. Et ça, généralement, ce qui coûte de l'argent, bah, ça va être des parties non essentielles. Il y a un point qui est aussi très très important et qui ressort très très souvent. C'est pas que ça rapporte de l'argent ou que ça coûte de l'argent, c'est que ça va générer l'intérêt de vos employés, c'est-à-dire le salaire. Et ça, le salaire est considéré comme une activité essentielle, alors que ça coûte de l'argent. Parce que si vous versez pas votre salaire, hein, le salaire à vos employés, en fait, ils vont tout simplement partir. Je dirais, il y a un moment ou un autre, c'est bien beau de travailler gratuitement, mais ça a ses limites. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui répond à votre mission? Quelles sont vos activités essentielles qui répondent à votre mission, qui vous permettent de faire votre mission? Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent là? Et qu'est-ce qui est obligatoire de faire pour garantir le bon fonctionnement en fait et le maintien de votre entreprise? Il y a aussi un point qui est important, c'est on le constate beaucoup quand il y a des crises, hein, c'est que tout simplement les clients là, ils ont une certaine dose de patience. Mais elle n'est pas extensible. Donc, une journée sans le fournisseur, allez, 2 journées parce qu'il est super sympa et que Paul, on boit souvent des cafés ensemble, ça va bien le faire. 3 jours, là, ça le fait vraiment plus, là, et puis on part à la clientèle. Et en fait, on le sait dans les entreprises, hein, c'est excessivement compliqué d'avoir des clients, d'amener des personnes à avoir confiance en fait en votre entreprise, mais ça prend 30 secondes en fait pour le client tourne le dos et aille chez un autre fournisseur, chez un autre concurrent. Et là, récupérer des clients qui sont partis ailleurs hein, et qui ont goûté les saveurs des autres entreprises, c'est vachement compliqué. Plus difficile, puis là, justement, tu parles de la chaîne d'approvisionnement, autant celle de l'entreprise elle-même qui construit son plan, donc comment ses fournisseurs vont être capables de continuer à livrer les contenus, autant la compagnie elle-même qui fait partie elle-même d'une chaîne d'approvisionnement, que ses propres clients pourraient justement délester parce que ils n'ont pas été. Fait que c'est difficile à leur faire comprendre cette relation-là dans laquelle ils font partie d'une grande chaîne et s'ils coupent la chaîne va se reformer sans eux. Ça, ils n'en sont pas conscients carrément. Ils n'en sont carrément pas conscients. Ce qu'ils voient, c'est en effet le fait qu'il n'y a pas les produits qui rentrent et qu'ils ne peuvent pas livrer les clients. Mais ils ne voient pas plus que ça que s'ils s'arrêtent, les gens vont partir ailleurs. Ils le perçoivent pas. Tant qu'on leur dit pas, en fait, hein, ils ne le perçoivent pas comme ça. C'est toujours pareil. On revient toujours sur parler d'argent, ça rend intelligent. Sur le fait que, en effet, si la chaîne d'approvisionnement et eux en font partie, s'ils s'arrêtent, hein, le monde ne va pas s'arrêter parce que eux ils sont arrêtés. Donc, quand on leur explique comme ça que les clients qu'ils ont eu tant de mal que ça à avoir vont partir ailleurs et qu'ils ne pourront peut-être pas les récupérer, d'où les 27% de perte de chiffre d'affaires après, là ils commencent à se dire, ah oui, mes clients, c'est super complexe à avoir. Pour avoir un client, là, je fais pas mal de pubs là sur, sur LinkedIn, etc. Là, un clic de personnes, là, de prospects, de possibles prospects, là, c'est près de 3 à $20. Le clic. D'accord? Le gars, il est même pas allé voir. D'accord? Donc, ça coûte très, très cher, en fait, d'avoir des clients. Et quand on leur parle comme quoi, un client, quand vous l'avez eu, ça vous a coûté, en fait, une somme d'argent, vous avez peut-être pas envie de le perdre. Donc, faites en sorte que votre chaîne, le maillon que vous avez dans votre chaîne, continue à fonctionner.
Super intéressant. On va conclure sur ça cette fois-ci. On a fait un premier tour d'horizon. J'espère que tu vas revenir justement pour pouvoir peut-être aller sur des sujets beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus en profondeur. Fait que, est-ce que tu voulais quelque chose à ajouter sur ça ou on a bien fait un premier tour? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est très important de faire la différence entre cybersécurité et puis cyber-résilience. Et on ne le fait pas suffisamment. Donc, merci beaucoup.